Essaye de faire. Donc avec cette philosophie d'ailleurs, ça ne va pas être un travail simple, puisqu'on attaque avec un ailleurs immense de plusieurs millénaires, avec une complexité de voies, de branches. C'est un peu comme si on disait, bon allez, on va parler de la philosophie occidentale en quelques minutes, comme s'il y avait une unité fondamentale de tous les courants de la philosophie occidentale. Donc, ça nous choque moins quand on va dire on va parler de la philosophie indienne, parce que bon, déjà qu'ils aient philosophé, il faudrait déjà qu'on nous l'explique, et ensuite qu'il y ait plein de courants différents, là ça commence à devenir vraiment trop pour l'Européen très centré sur lui-même, qui pense que la philosophie, on y reviendra, est née en Grèce. Il n'existait pas de philosophie avant les fondements grecs, et on a eu quelques courants philosophiques et toute une cabale qui s'est bien développée pour nous faire encore penser et lire encore aujourd'hui que la philosophie a commencé au VIe siècle avant Jésus-Christ, avec des gens qui tâtonnaient, les physiciens, les présocratiques, qui commençaient à se poser enfin des questions sur le pourquoi des choses, avant d'arriver à un peu plus de rationalité avec le Ve siècle, et ensuite toute l'histoire qui va rapprocher la philosophie de la science, qui est quelque part son couronnement. Bon. Désolé pour ceux qui seraient très accrochés à cette vision-là. On va essayer, tenter au moins pendant un petit moment ce matin, d'envisager une autre manière d'aborder la philosophie. C'est à ça que nous servira avant tout ce décentrement vers la philosophie indienne, sur lequel je ne suis pas sûr qu'on saisisse encore grand-chose de cette philosophie en si peu de temps, et même si on y passait énormément de temps. Mais au moins, elle va nous servir à ce décentrage. C'est le sens même de la philosophie d'ailleurs. Alors, on peut introduire le cycle avec cette question: serait-ce donc uniquement dans les pourtours de la Méditerranée et les terres de l'Europe que s'ancre la philosophie? Ne s'écrit-elle qu'en grec, en latin, en allemand et dans quelques autres langues toutes européennes? J'ai déjà répondu à la question avant de la poser, mais à chacun de se la poser, d'y méditer, puisque si on va vers les philosophies orientales, il est important de comprendre que les questions sont fondamentales pour apprendre à les intérioriser, à les travailler en profondeur, à ne pas chercher tout de suite à y coller une réponse, un concept, une catégorie, mais laisser travailler, faire travailler ce concept pour essayer d'en comprendre les multiples aspects et en même temps peut-être l'unité sous-jacente. Donc, pour une fois, on va s'autoriser à peut-être critiquer un tout petit peu l'état de la philosophie occidentale, qui est vraiment qui est devenue très close sur elle-même. Le monde des philosophes donne l'impression de demeurer clos sur lui-même, trop souvent éloigné de la diversité des cultures. Il y a une espèce de village, là on pourrait dire gaulois, mais là un village européen, qui s'est recentré sur la philosophie grecque, parce que ça n'a pas été le cas au XVIIIe et pour une partie du XIXe. Il y a eu un recentrage général qui s'est fait pour se dire, bon, allez, on va simplifier, c'est-à-dire on va enlever un peu de complexité de ce que l'on a découvert tout autour, on va se recentrer sur l'origine même de la philosophie, qui est la Grèce, et tout le reste, on va l'exclure. C'est pas très philosophique, mais c'est quand même une option qui a été prise de manière puissante, que ce soit avec Hegel, Husserl, Heidegger, on y reviendra, et surtout ce qu'on en a interprété et comment on l'a travaillé ensuite. Disons, ça devait nous intéresser en termes d'Occident, d'affirmer notre supériorité. C'est assez classique dans l'histoire des hommes et des civilisations, dans une histoire de colonisation aussi, dans différentes histoires, par rapport au fait que l'homme occidental, européen, se sent avec sa technique, sa science, sa démocratie, enfin un certain nombre de choses qu'on définit très mal, mais qui est la base sur laquelle on regarde le reste du monde. C'est marrant, les pays émergents. L'Inde avait une science, une philosophie, une profondeur dont nous n'avons pas grand-chose à lui envier sur beaucoup de domaines pendant des millénaires, quand nous n'exitions pas encore. Mais aujourd'hui, nous regardons ces pays et ces philosophies comme des choses émergentes. Fascinant. Des retournements
comme ça de situation. Donc, cette vision où la philosophie est née chez les Grecs, développée par les Romains, reprise et transformée par les pères de l'Église et la tradition chrétienne, approfondie par les Allemands, les Français, les Anglo-Saxons, nous convient tout à fait puisque ça parle de nous et ça nous met au-dessus du panier. Donc c'est évidemment sans équivalent dans toutes les aires culturelles. La Chine des idiots, les Tibétains des primitifs, la pensée juive, n'en parlons pas. Bon, c'était intéressant, mais il y a longtemps, hein, là-dessus. Et donc, par rapport à ça, l'Inde, avec leurs millions de dieux, toutes leurs croyances, leurs rites bizarres, leur manière de se comporter, franchement, au XXIe siècle, bien. Alors, j'aimerais bien que parfois on s'arrête sur notre propre histoire, on regarde les techniques de l'Inquisition au Moyen-Âge en disant... Si vous êtes noyé et que vous remontez, hein, c'est que vous aviez raison. Bon, ça c'est vraiment un principe très intéressant au niveau philosophique. Donc, admettons qu'on fasse une photo sur notre civilisation à un moment donné de son évolution, je crois qu'on pourrait dire peut-être encore pire que de beaucoup de pratiques et éléments de l'Inde qui persistent aujourd'hui. Donc, essayons d'être un tout petit peu raisonnables et ouverts pour passer au-delà de ces clichés. Et comprendre que ces espèces de catégories que l'on a fait entre philosophie, logos, mythe, mythos, religion, spiritualité, sont bien souvent très artificielles. C'est-à-dire, on se passe de notre point de vue, et puis on a notre petite catégorie, on dit non, ça c'est pas de la philosophie, ça c'est de la religion. Non, ça c'est pas de la philosophie, c'est contes et légendes. Ça c'est pas la philosophie, c'est du domaine des prémices de la pensée, où on voit des dieux partout, une pensée magique. Donc ça c'est la première étape, avant même la religion, avant même la philosophie et avant même la science. Hein, les évolutions contiennent. Donc c'est clair que si on veut essayer de rentrer dans une philosophie d'ailleurs, il faut ne pas abandonner, ce serait trop difficile, mais laisser un peu de côté nos catégories, les éléments qui nous permettent de nous rassurer, parce que nous avons rangé les petites choses dans les petites boîtes, et puis du coup, ça va bien, on a diminué la complexité du monde, hein, on a simplifié les choses, mais en n'en prenant qu'une partie pour en faire le tout. C'est pas bien ça, mais c'est pratique. Puisque du coup, on a l'impression de comprendre quelque chose. Donc c'est un étrange regard que celui de la philosophie aujourd'hui par rapport à, je dirais, cette petite planète Terre, hein, ces échanges interculturels. Vous allez sur n'importe quelle base de données, vous avez beaucoup d'informations et d'éléments sur les philosophies d'ailleurs. Mais bon, malgré que tout ça est disponible, la chaire de philosophie indienne à la Sorbonne est très récente. C'était une longue bataille, et c'est tout récent qu'on commence dans un petit coin de la Sorbonne à dire oui, on va réactiver un tout petit peu cette notion d'étudier la philosophie indienne. Il n'y a pas encore forcément toutes les branches de la philosophie des civilisations passées. Bon, j'en arrête pour cette partie-là. Mais ce qui est intéressant, c'est tout de même de mettre en avant qu'elle s'est close sur elle-même, la philosophie occidentale, après une grande ouverture. Et peut-être une trop puissante ouverture. C'est toujours des actions et des réactions. Le moment du romantisme et le moment au niveau philosophique où on va voir apparaître des Schelling, des Schopenhauer, bon, il va y avoir une découverte dans la deuxième partie du XVIIIe et au début du XIXe, le découverte de l'Orient et une réflexion par rapport à l'Orient comme quelque chose qui peut nous permettre de régénérer notre pensée. Je crois que c'est ça qui est très intéressant dans la dynamique entre la philosophie d'Orient et la philosophie d'Occident, c'est d'imaginer l'une et l'autre comme une dynamique, un dialogue, une dialectique qui peut permettre de faire émerger ou même de faire sortir de notre propre vision philosophique ou de nos propres manières de voir le monde quelque chose de supplémentaire. Il n'est pas question
on pourrait dire de se convertir à une autre philosophie, même si le terme peut nous paraître étonnant, mais cette conversion du regard dont nous propose Platon, cette métanoïa, hein, cette capacité de pivoter sur soi-même, de changer d'axe et de vue, bon, c'est quelque chose d'assez difficile. Mais ce qui est important par rapport à ça, c'est que toujours c'est avec l'autre, comme je le disais au démarrage, que je peux régénérer ma manière de voir le monde. Parce qu'au bout d'un moment, on dira, on a fait un peu le tour d'un certain nombre de thèmes en Occident avec la philosophie occidentale, donc comment régénérer quelque chose, si ce n'est en l'opposant, ou en la faisant rencontrer, ou en travaillant sur une autre vision. J'aime beaucoup la manière de rechercher de Jean-Pierre Vernant quand il s'est intéressé aux origines de la philosophie grecque, où la clé pour lui, pour renouveler sa manière d'aborder la Grèce, c'était d'aller voir ses collègues et de faire des réunions entre les spécialistes mésopotamiens, spécialistes de la Chine, spécialistes d'autres civilisations, pour comprendre en creux, ou pour comprendre les différences qu'il y avait sur les modes d'approche de choses du domaine quotidien, de la vie, du mariage, de la naissance, de la mort, etc. Donc en entendant parler d'autres points de vue, d'autres visions du monde, ça lui a permis de retrouver, de refaire émerger par rapport à la philosophie grecque ses propres fondements, ses propres lois, ses propres origines. Parce que quand on est dedans, on ne les voit plus. Donc plus qu'une conversion, c'est surtout une régénération. Et c'était Schopenhauer qui rêvait d'une nouvelle renaissance. Hein, et la plupart des poètes, des philosophes du romantisme s'intéressent de près aux textes indiens et chinois. Hein, c'est d'abord l'Inde et la Chine. Schelling dit carrément que l'Europe est stérile. Elle est totalement stérile sans la greffe orientale. C'est-à-dire, elle est devenue stérile, elle n'enfante plus rien de nouveau. Et donc là, il y a une posture à la Schelling très, très, très marquée, très, très puissante et forte pour s'opposer et en même temps essayer d'expliquer par rapport à ce temps cette réflexion pour la régénérer. Ce n'était pas très différent pour Nietzsche par rapport à l'université allemande ou la pensée européenne. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que l'Europe était stérile sans la greffe orientale. Enfin, il a dit entre autres ça, pour le sujet qui nous intéresse. Donc, on attend de l'Orient un renouveau régénérateur. Donc, c'est clair que ça a été un engouement peut-être excessif, hein, comme tous ces courants romantiques, hein, avec une part d'émotionnel et de... Quand on découvre quelque chose, il y a cette espèce d'émulation et de passion, parce qu'on attend aussi peut-être de tout trouver ailleurs, hein, en essayant d'échapper à ce qu'on appelle le carcan de là où on est. Hein, l'herbe toujours plus verte dans le pré d'à côté, donc on se précipite dans le pré d'à côté et on essaye d'y voir tout ce qu'il y a et tout ce qu'il n'y a pas non plus. Et ça, évidemment, par rapport à une tendance plutôt rationaliste d'une part de notre philosophie, ça crée un peu de rejet en disant, bon, bah, à force de voir tout et son contraire dans les philosophies orientales, essayons de revenir quand même à 2-3 fondamentaux, ne mélangeons pas tout. Et ce côté émotionnel de la fin du XVIIIe, début du XIXe, ou la deuxième partie du XVIIIe, début du XIXe, des romantiques et de ces philosophes, va peut-être beaucoup desservir hein, le fait d'inclure ces racines d'ailleurs, ces racines orientales, dans la philosophie occidentale. Donc, on va avoir une philosophie ou un rapport à la philosophie qui, en fin de compte, va se baser sur une Grèce, mais pas n'importe quelle Grèce, une Grèce reconstruite par Hegel, qui va être proclamée par lui seule patrie de la pensée philosophique. Et cette Grèce reconstruite par Hegel va finir par gagner le combat hein, et nous faire totalement oublier les philosophies d'ailleurs, avec Husserl et Heidegger, bon, au terme d'un parcours que je simplifie évidemment, parce qu'il est très complexe, avec des allers-retours. Mais c'est étonnant de regarder les ouvrages encore du début du 19e, auxquels, en philosophie, on voyait apparaître des éléments de philosophie chinoise et de philosophie indienne, et qu'on avait des références, et tout ça a été gommé, enlevé, et encore aujourd'hui, la question se pose, est-ce vraiment de la philosophie ?
Donc la découverte du bouddhisme, 50 ans après celle du brahmanisme, va aussi jouer un rôle particulier pour le rejet de ces philosophies d'ailleurs, puisque dans une dynamique de la technique, de la science et de la rationalité, ou de l'utilisation de la rationalité et de ce langage avant tout logique pour aborder le monde, on va avoir un grave problème avec le bouddhisme. Et on va très mal le comprendre quand on va l'aborder, puisque le bouddhisme va nous mettre face à un rapport au vide qui va être compris comme un néant et qui va être compris d'un point de vue rationnel comme quelque chose sur lequel l'être, et l'être vu comme pensée et comme logos, n'existe pas. Alors là, il y a un problème. Parce que là, ça va obliger un grand lâcher-prise, c'est-à-dire définir les choses par la négative ou avoir un élément sur lequel on peut s'appuyer sur rien, ne dire simplement ce que ça n'est pas, ou de pouvoir faire ce travail pour obtenir le vide, ce n'est pas possible pour la petite raison. Elle a besoin de fonctionner par opposition, par catégorie, par rangement, par contradiction. Et donc l'idée qu'il y a au-delà de la contradiction quelque chose que l'on ne peut pas définir parce qu'il faudrait dépasser les contraintes du temps, voire même de l'espace, sortir des catégories dans lesquelles on est, là on a été complètement perdu. Donc cette philosophie a été vue, le bouddhisme, comme une philosophie du néant. Et donc, entre 1830 et 1880, on est convaincu en Europe que le bouddhisme est une doctrine de l'anéantissement. Bon, allez, hop, c'est de l'anéantissement. Vous pouvez développer un tout petit peu cette philosophie de l'anéantissement, c'est pas clair pour moi. L'anéantissement, c'est-à-dire, l'homme n'est pas... quand dans une catégorie, dans une manière de voir le monde, tout est construit par rapport à une relation de cause à effet, où c'est la logique qui domine notre manière de penser. Donc ce qui est important, c'est que l'enchaînement des causes et des effets fonctionne bien et soit logique. Bon. L'idée que l'origine de tout ça, là-haut, il y a une cause sans cause, que je ne peux pas personnifier ni en forme de Dieu, ni en rien, qui se définit que par ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ça oblige à construire une catégorie métaphysique qui n'existe pas dans la pensée du XIXe siècle. C'est-à-dire, quand vous faites par exemple de la métaphysique indienne, la cosmogénèse, la plus grande difficulté auquel on rencontre, c'est qu'il y a un nombre de nuances entre para-brahman, ou le zéro, l'absolu, le 1 sans second, le 1 avec second, enfin, la plus grande de nos catégories, je dirais, occidentales, de nos plus grands penseurs, nous y approche, mais on a l'impression de quelque chose sans fond. Parce que nous ne pouvons pas, nous sommes face à un mystère que nous ne pouvons pas nous représenter. Et donc nous, quand on nous dit on est face à un mystère, on pense à quoi ? À la religion. D'accord ? Alors que dans l'amour de la sagesse, ce qui est à l'origine même de la philosophie, on aime la sagesse parce qu'on ne la possède pas, parce qu'elle nous manque. Donc la sagesse n'est pas atteignable. À l'origine même de la philosophie, la notion du néant est présente. La notion en Grèce même du chaos, qui n'est pas tout à fait le néant, mais qui est l'océan du possible initial, qui continue à exister même si le théos et le cosmos est mis en place, ceci a disparu de notre réinterprétation de la philosophie grecque. Puisque ce qu'on a du mal à comprendre déjà chez Platon, on s'arrange mieux avec Aristote parce qu'on a moins de textes déjà. Et puis après, on a de toute manière une philosophie grecque qui va être christianisée ou une philosophie grecque qui va être rationalisée par Hegel, comme je le disais. Il est clair que là, on est face à une formation que nous n'avons pu, une conception métaphysique du monde, où qu'il y ait quelque chose
que l'homme ne puisse pas atteindre avec sa pensée, avec sa raison, et qui pourtant est à l'origine de tout ce qui nous entoure, là, les bras tombent, on dit, c'est trop compliqué ça. Vous n'avez pas un truc qui commence un peu en dessous, vous n'avez pas un truc qui commence par les contradictions, il me faudrait d'abord un problème pour commencer, il faudrait d'abord quelque chose, une dynamique entre deux opposés, mais par-delà le bien et le mal, par-delà l'espace ou surtout le temps, oh là là, ceci est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que ça va remettre en cause tous les fondements métaphysiques de l'Occident, ou tout le manque de fondements métaphysiques de l'Occident. Notre représentation du monde. Ça va? Donc, c'est une doctrine de l'anéantissement qui est basée sur le culte du néant. On va dire que c'est un culte du néant. On ne peut pas personnaliser un peu les choses, on ne peut pas personnaliser Dieu aussi, la raison, on ne peut pas la mettre comme le Dieu raison. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un problème que manque de profondeur de notre métaphysique pour envisager le tout autre et de se dire que l'homme, l'anthropocentrisme, n'est peut-être pas la meilleure posture pour aborder les questions de l'univers. Voilà. On n'en est pas encore très loin, C'est-à-dire, nous abordons pas simplement déjà notre problématique en tant qu'Européens, Occidentaux et Français, nous abordons la problématique avec une métaphysique auquel la relation de l'homme avec la nature, de l'homme avec l'univers et de l'homme avec le monde est toujours une relation de domination. Cela pour dominer la planète, pour dominer la nature, pour dominer l'univers. Nous sommes à part de toute la création. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'analogie possible, il n'y a pas différents niveaux ou clés pour aborder la réalité. Et cette problématique du bouddhisme est qu'elle nous propose d'autres clés que les nôtres. On se dit non, ces clés, elles ouvrent rien. Elles ouvrent sur le néant, le vide, et donc si on y va, on va s'y perdre. Ça va? C'est comme à l'intérieur de nous-mêmes quand on a du mal à faire le deuil de quelque chose, à lâcher prise de quelque chose pour retrouver, sans forcément comprendre, une forme de joie ou autre. C'est aussi toute la problématique de la place de l'intuition, ou de pouvoir avoir le résultat avant la démonstration dans la philosophie occidentale. La place de l'intuition est une place délicate. Et donc la philosophie orientale nous rajoute des clés, nous en amène. Ça n'enlève rien au nôtre, mais simplement, c'est pas mal d'avoir un trousseau de clés complet, plutôt que de débarquer qu'avec la porte de la remise de gauche, ou du grenier, ou du salon. Donc en résumé, au décentrement de la philosophie occidentale, le décentrement de la philosophie occidentale vers d'autres horizons, ça c'est pas d'actualité, on s'est très 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 recentré sur le foyer grec. Et on peut parler, avec Roger Paul Droit, de régression culturelle. Oh, terrible! Nous aurions fait une régression culturelle entre le 19e et le 20e siècle. Et le 21e, n'en parlons pas. C'est-à-dire que des choses par rapport à l'accès aux philosophies d'Orient, que l'on avait compris au 18e, desquelles on était intéressé au 19e, voire il restait encore quelques philosophes avant la Grande Guerre de 14-18 ou autres, il restait quand même beaucoup d'éléments d'études ou de recherche ou d'intérêt pour la philosophie orientale, malgré la bataille qui se menait avec Hegel, Husserl, Heidegger plus tard. Malgré cette bataille-là, il restait des chercheurs. Quand vous cherchez des éléments, vous allez, avoir Maisonneuve, les maisons d'édition, le travail de traduction. Je lisais encore quelque chose de l'une de mes maîtres de philosophie, qui est Simone Veil, la philosophe, sur ses écrits à Marseille par rapport à sa découverte à partir des années 40 de la philosophie indienne. Qu'est-ce que faisaient encore les philosophes du début du XXe? Ils apprenaient le sanskrit. Elle retraduisait mot par mot, elle faisait de l'herméneutique, elle allait chercher derrière les textes de la Bhagavad Gita, derrière certains Upanishads, dans les éléments des Védas, et elles allaient chercher quelque chose parce qu'ils considèrent qu'il y avait quelque chose qui pouvait
être très intéressants dans leur recherche de philosophes occidentaux. Et on ne peut pas accuser ces différents philosophes simplement de doux rêveurs religieux. Il y avait une dynamique pour aller vers ça. Donc régression culturelle, c'est-à-dire que c'est intéressant de voir que sous la monarchie de Juillet, on avait encore des dizaines de pages sur la pensée de l'Inde et des dizaines de pages sur la philosophie chinoise. Cherchez-les aujourd'hui, nous dit Roger Paul Droit. Donc, voilà un peu l'état des choses, en se mettant d'accord sur une chose quand même, c'est qu'effectivement, plonger face à la diversité des courants de l'hindouisme, du bouddhisme, et de toute cette complexité, bon, c'est pas évident du tout de s'y retrouver, donc déjà, avec tout ce qu'on vient de dire, on est mal parti, mais si en plus on a une petite envie de s'y plonger, c'est pas tout à fait évident, parce qu'il va falloir un grand effort pour essayer de comprendre il va falloir comparer, il va falloir faire un vrai travail, soit d'herméneutique, soit de comparaison et d'éléments, pour essayer de trouver des invariants dans tout ça. Donc, ça nous fatigue avant même de commencer en disant, oh là là, c'est déjà pas très simple de comprendre la philosophie occidentale, donc quand j'en aurai fait le tour, c'est-à-dire jamais, j'irai éventuellement voir dans les autres philosophies. Alors, comme je le citais, c'est pas la vision des Grecs eux-mêmes, cette idée que la philosophie a commencé en Grèce. Comme je disais, c'est l'interprétation hegélienne ou autre sur ça, parce que pour les Grecs, il y a toujours l'idée qu'il y avait plus sage qu'eux, quand même. Oui, vous savez, l'Égyptien, dans le Timée, dans les textes de Platon, quand ils regardent les Grecs, vous êtes vraiment des grands enfants, vous. Nous, on a des archives sur 4000 ans. Vous savez même pas ce qui s'est passé avant Homère et Hésiode. Vous avez des mythes et des machins et des trucs, mais vous avez rien sur votre histoire. Vous êtes des gamins. Et c'est toujours intéressant de se dire Pythagore, celui qui aurait utilisé le mot philosophie ou fondé la première école de philosophie, comme on aime à le dire. Il venait d'où? Il a puisé ses sources où? Égypte, de Mésopotamie. Platon, il va s'inspirer d'où? Pourquoi il va faire apparaître un Égyptien à un moment donné? Pourquoi, effectivement, il y a cette idée? Pourquoi il va racheter à prix d'or les derniers ouvrages de Pythagore? Il y a toujours cette idée qu'il y a des lignées, que les présocratiques ne sont pas des champignons qui sont nés comme ça du jour au lendemain en ne sachant pas d'où ils venaient. Là-dessus. D'abord, c'était de la poésie, c'était des textes, c'était très mythique, les quelques fragments qui nous restent des présocratiques. Enfin, les lignées de philosophie entre l'Orient et l'Occident sont claires. C'est pas pour dire qu'avant Alexandre le Grand, on connaissait tout, des gymnosophistes, autour de ça, mais les Grecs étaient pas aussi fermés sur eux-mêmes qu'on veut bien le dire. Si j'ai parlé de Dionysos tout à l'heure, c'est que c'était le dieu qui venait de l'étranger. C'était l'étranger, donc il y avait un des éléments fondamentaux à côté d'Apollon, le dieu de la lumière, mais aussi de l'ordre, de la rationalité, de la compréhension. Sur ça, c'était Dionysos. Il y avait une dynamique entre les deux. Donc il y avait une dynamique entre l'autre, entre l'un et l'autre, si on veut dire. Bon. Donc, c'est important de resituer qu'effectivement, pour les philosophes grecs, il n'y avait pas ces catégories, et eux-mêmes n'ont jamais dit qu'ils étaient les premiers à philosopher. Ils situaient une barrière par rapport à l'histoire de l'humanité sur le fait que les autres civilisations ne seraient pas philosophiques. C'est quand même intéressant d'interroger ceux-mêmes qu'on fait parler à en leur absence. Oui. Dans le monde gréco-romain, de toute façon, c'était un monde, alors là, pour le coup, véritablement méditerranéen, mais dans le monde bien sûr. Les cultes d'Isis à Rome. On a intégré la culture grecque et intégré la culture... Rite de Mitra, rite d'Isis, les mystères qui continuent à exister, tout ça était mêlé. Et on voyageait pour aller chercher la philosophie. On comprenait qu'il fallait... que peut-être avant, il y avait toujours cette idée que peut-être la vérité, elle est d'ailleurs dans les origines, donc elle est plutôt dans le passé que dans l'avenir. Elle est plutôt dans le fait de revenir aux messages et aux éléments fondamentaux que
plus tard. On voit et on rêve même d'Homère et donc de l'Iliade et de l'Odyssée comme quelque chose de fondateur. Donc on ne rêve pas un futur. Alexandre le Grand veut être un nouvel Héraclès, il veut être un nouvel Achille. C'est-à-dire, il y a cette idée de renouveler des choses qui étaient déjà présentes avant qu'on arrive. Bon, ça, généralement, je vois assez peu de collègues philosophes là-dessus qui disent « Moi, je veux renouveler quelque chose qui existait avant moi. » Ils disent « Non, moi, je veux apporter ma nouvelle version. Et j'ai enfin dit quelque chose que personne n'avait dit, ce qui va me permettre de faire une thèse, ce qui va me permettre d'avoir une chaire, ce qui va me permettre d'être écouté, parce que c'est le culte du progrès et de la nouveauté. Donc ce qui est devant nous est toujours meilleur que ce qu'il y a derrière nous. Et on est encore ancré dans cette vision du monde. Parce qu'il faut une petite part d'humilité pour se rendre compte que ce qui compte, c'est pas inventer de nouvelles choses au niveau mental. Ce qui compte, c'est de les vivre. C'est pas une nouvelle sagesse qui compte d'inventer, c'est de la vivre, la sagesse, et d'être sage. C'est une autre orientation, où ce qui compte, c'est la pratique qu'on fera des préceptes de sagesse, et pas la découverte de préceptes de sagesse qu'on n'a pas encore trouvés. Mais bon, ça nécessite de comprendre qu'il y a une facilité, effectivement, à se diriger vers le futur, qui n'est pas encore connu et qui me met en avant, plutôt que le passé, qui voudrait dire que je me reconnais d'une lignée. C'est toujours ma grande observation quand j'écoute un philosophe, ou dans n'importe quel domaine, j'ai dit, est-ce qu'il cite, alors ses sources en général, vous savez, c'est les sources écrites ou autres, mais est-ce qu'il cite ses sources dans le sens de ceux qui l'ont inspiré et ceux sur qui il est en train de monter sur l'épaule, où il est en train de dire comme si celui sur lequel il montait sur l'épaule, c'était ses jambes, à lui, que lui avait tout retrouvé par lui-même. C'est un critère, comme un autre, chacun prend ses critères, pour une forme d'authenticité dans la démarche philosophique, de ne pas se sentir rabaissé en s'incluant dans une lignée plurimillénaire d'amoureux de la sagesse, et ce n'est pas que je ne peux pas apporter ma part, mais je peux apporter ma part proportionnellement à ce que je vivrai cette sagesse et que je peux donner des conseils pratiques, simplement parce que moi je suis vivant et que les autres sont morts. Avant tout, mais pas parce que moi je suis plus sage. Alors, il est intéressant, en 1953, Georges Canguilhem dit, par rapport à une enquête internationale de l'UNESCO, déjà à cette époque-là, sur la philosophie, sur l'enseignement de la philosophie, il est donc utile de développer dans l'enseignement l'étude comparée des différentes traditions philosophiques. Il est vrai qu'au sein de chaque grande tradition, les philosophes classiques sont généralement étudiés sans considération de nation. Mais il faut reconnaître l'importance que revêtirait une alliance plus étroite des apports philosophiques de l'Inde, du monde arabe, de la Chine et de l'Occident dans les programmes, trop souvent limités à une seule de ces traditions. Grâce à ces programmes de philosophie comparée, les étudiants seraient amenés à une appréciation plus juste et plus profonde de la valeur des diverses réalités culturelles, de leurs différences et de leurs points communs, de l'intérêt de leur conjonction. Bien, c'était en 1953. Bon, 60 ans après, je vous laisse finir la phrase. Donc par rapport à la philosophie... Dans le sens d'une plus grande universalité, alors? Oui. Oui. Il y a à la fois cette notion, parce que quand on pense universalité, cette notion d'ouverture, de pluriculturelle, universalité, et dans universalité, il y a aussi la notion d'unité. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, puisque c'est en étant les années 50, par exemple, il va y avoir, entre autres, sur l'histoire des religions, des mythes ou autres, tous les courants, avec entre autres l'un des plus connus qui est Mircea Eliade, qui va prendre... excusez-moi. Qui va prendre
tous les mythes qui sont accessibles en son temps, les comparer pour en sortir des structures et des éléments communs. C'est-à-dire des gens qui ne se sont jamais rencontrés ont quand même les mêmes structures de l'imaginaire, on dirait aujourd'hui. Hein, où il y a même structure sur la naissance de l'homme, la naissance de l'univers. Il y a 3, 4 structures qui se retrouvent. Donc, dans cette notion d'universalité, il y a une chose qui nous est un peu difficile pour nous, mais normalement, en tant que philosophe ou amoureux de la sagesse, ça devrait être plus facile que si on était simplement prisonnier d'une vision du monde ou d'une culture. Admettons que nous sommes réellement amoureux de la sagesse. Il y a cette idée de la philosophie pérennis ou pérenne, c'est-à-dire qu'au-delà des différents courants, au-delà des différentes expressions, il y a peut-être des invariants. Voilà. Donc dans l'idée de comparaison, il y a 2 choses. Il y a le fait de trouver les invariants et il y a le fait de profiter des différences pour pouvoir s'intéresser aux différences. Parce que le différent, l'autre, me permet d'avancer, de penser, et les invariants me permettent de m'approcher peut-être de quelque chose plus près de loi de la nature, ou de loi de l'homme, ou de loi de l'univers. Donc c'est 2 choses à la fois. Mais vous imaginez, hein, quand on commence à dire dans l'étude comparée des religions qu'il y a des éléments d'unité derrière toutes les religions, c'est gênant si je veux me battre pour que la mienne soit la meilleure, vous voyez ce que je veux dire? Et si on commence derrière tous les courants philosophiques de dire qu'il y a peut-être des invariants parce que il existe peut-être un archétype de l'homme universel, il existe peut-être des choses qui ne sont pas discutables. Normalement, pour un scientifique, ça devrait nous intéresser de dire qu'il y a des lois. Puisqu'il y a bien des lois de la nature, pourquoi il n'y a pas des lois de la psyché? On les découvre peu à peu avec la psychologie. Et pourquoi au niveau de la pensée, il n'y aurait pas des lois au niveau du mental? Donc on atteint tout doucement le fait qu'il y aurait éventuellement des lois pour la psyché, avec la psychologie, mais qu'il y ait des règles, une discipline mentale avec un ordre, avec un rythme, avec, voilà, comment dirais-je, une organisation qui nous permettrait de travailler avec notre mental comme on travaillerait avec un piano. Donc des réglages, une discipline. Ouh là 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 là. Non, la pensée, c'est le truc auquel chacun doit midi à sa porte. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, c'est ça la liberté. Bon. D'un point de vue de cette philosophie ou de la comparaison, ce qu'on chercherait, c'est à s'approcher de la vérité. Non, pas qu'on va la posséder, mais qu'il y a quand même des choses qui sont plus universelles que d'autres. Ça va? Donc, on cherche cette universalité, mais pour ça, il faut accepter que mon dada, mon truc, ma manière de voir le monde, n'est peut-être pas le cœur. Comme je dis toujours, normalement, penser, on sait qu'on pense quand on est capable de faire quoi? Oui, ça c'est clair. Mais aussi de pouvoir exactement penser selon le contraire de mon opinion du moment. Je pense un sujet, pas douter. Être capable de se mettre à l'opposé et de penser à travers l'opposé. C'est ça le problème. Pas douter, simplement. Je peux prendre la thèse opposée, en comprendre le fonctionnement, les éléments de l'intérieur, sans forcément changer mon point de vue, mais comprendre que tout point de vue implique d'autres points de vue. Et donc je sais que je pense et que je ne suis pas prisonnier par désir de ce que je suis en train de penser, parce que je suis capable de me décentrer et de penser l'inverse. Là, je pense. Bon, ça vous donne à peu près, comme disent beaucoup, comme disait Saint-Exupéry, le fait qu'on ne pense pas souvent. Voilà. Donc la comparaison et ce travail, pour pouvoir utiliser les philosophies d'ailleurs, pour les confronter à la mienne, c'est simplement commencer à penser. Bien, fin du banc. Et la pensée est aussi linguistique, donc il faudrait lire le sanskrit, enfin savoir lire le sanskrit, lire le chinois dans le texte et tout ça pour comprendre les philosophies de continent. Hein. Et donc si on ne le fait pas, on a une approche qui est un petit peu distanciée, disons. Hein. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Mais disons, si après on commence à se dire à soi-même qu'il faudrait simplement connaître le sanskrit, le chinois ou autre pour étudier la philosophie indienne et la philosophie chinoise, c'est tout à fait vrai par rapport à une perfection de rentrer à l'intérieur, mais il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que nos traductions du sanskrit, l'ensemble des traductions, vous prenez la Bhagavad Gita, vous prenez 4 ou 5 traductions de la Bhagavad Gita, vous travaillez sur les 4 ou 5 traductions de la Bhagavad Gita, même si vous n'avez pas travaillé le sanskrit, ça va être beaucoup moins bien que si vous êtes capable de faire de l'herméneutique, mais vous pouvez quand même vous décentrer.
Parce que même s'il y a 4 ou 5 interprétations, dans tous les cas, ces 4 ou 5 interprétations, c'est sûr que ce n'est pas les nôtres par rapport à notre manière d'envisager le monde. Je relativise simplement. Ça va ? Donc, chacun, déjà, hein, l'important c'est la curiosité quand même. Donc il faut commencer à remettre en route la curiosité pour d'autres philosophies, pour les philosophies d'ailleurs. Après la curiosité, il y aura l'attraction, l'intérêt, et quand on va passer enfin à l'amour, on pourra mettre en place une discipline, une instruction, une formation, une intégration de différents éléments pour pouvoir éventuellement modifier ma manière de voir le monde, me transformer, voire changer. Bon, j'espère ne pas avoir choqué les amoureux de la langue haute, je suis d'accord. Mais simplement, je me méfie toujours de dire il faudrait, parce que ça c'est très occidental, il faudrait déjà que ce soit parfait pour pouvoir commencer. Parce que souvent, hein, avec ça, vous savez comment on fait, hein, du coup, je reste couché. Voilà. Donc, la pensée est un travail. J'aime bien cette idée du travail, de l'écritoire d'Alain, de cette nécessité. Donc, l'hindouisme, une philosophie paradoxale. 4 ou 5 millénaires, pour ce qu'on en connaît aujourd'hui, mais vous savez, comme dans l'histoire de l'homme, plus on trouve des choses, plus on remonte. L'origine, on dit voilà, l'arrivée des Indo-Européens, 2 millénaires avant Jésus-Christ, arrivée d'une nouvelle philosophie ou autre. Bon, en fait, on ne connaît pas grand-chose à tout ça. Et les chronologies sont mouvantes. Mais enfin, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on n'est pas en train de parler effectivement du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais plutôt du 2e millénaire avant Jésus-Christ par rapport à la philosophie indienne. Et c'est intéressant de commencer... là, je vais reprendre un travail de Jean-Paul Droit et de différentes réflexions, on pourrait dire un peu de notre point de vue, mais pour commencer à nous préparer à un petit changement. On pourrait commencer à cerner, ou commencer à se faire une petite idée du terrain sur lequel on va travailler sur la philosophie indienne, avec un certain nombre de critères en termes négatifs. La cerner en termes négatifs, c'est-à-dire, pour la philosophie indienne, d'ailleurs c'est les Anglais qui ont inventé la notion de philosophie indienne. Ils ne se voyaient d'ailleurs pas forcément comme un continent à l'époque. Gandhi a dû beaucoup travailler, et d'autres, pour imaginer ça comme une unité. À la différence du bouddhisme, il n'y a pas de fondateur humain. C'est un élément intéressant. En tout cas, quand on remonte, et on y reviendra au Veda et à ses traditions, il y a cette idée de tradition orale transmise par l'oreille. Nous, on traduit ça un peu par révélation, mais c'est une tradition qui va se transmettre, auquel il n'y a pas de fondateur humain. Il ne comporte aucun article de foi, auquel les fidèles seraient tenus de croire sous peine de tomber sous l'hérésie. Ça ne s'organise pas en église, il n'y a pas à la tête un pape ou quelque chose comme ça. Ça ne dispose pas de magistère chargé de veiller à une quelconque orthodoxie. Ça s'est développé, on pourrait dire, sans prosélytisme. Il n'y avait pas cette idée de vouloir transformer tout le monde pour qu'il devienne hindouiste. Ça repose sur un ensemble de textes transmis oralement, comme je dis, comme les Védas, c'est une révélation anonyme, sans âge, qui est considérée comme une sagesse. Puis on va étudier une sagesse qui a été transmise à travers le temps, qui est éternellement présente, transmise de génération en génération, avec de temps en temps un personnage, comme par exemple Vyasa, qui va y être associé. C'est pas négatif. Quand je dis des critères négatifs, c'est lié au fait, c'est pas négativité, c'est lié au fait de comprendre la différence de nos repères. Ça va ? J'étais peut-être pas très clair. Donc, si on prend, nous, nos références, voilà, quand on pense hindouisme, on pense quand même déjà plus religion là-dessus. Donc, on se dit, doit y avoir un texte de foi, il y a un personnage, un prophète qui doit arriver. Nos références, que nous soyons athées ou croyants, restent quand même
basé sur des monothéismes et une manière de voir le monde qui part d'une réflexion structurée, structurante. Donc c'est simplement pour nous préparer un peu le terrain en disant c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça va ? Donc l'hindouisme va échapper à nos catégories de polythéisme, de monothéisme, de panthéisme. C'est-à-dire nos jolies catégories, c'est pas eux qui se les sont données, c'est nous. Hein. Quand on voit beaucoup de dieux, on dit ah c'est un panthéisme. Hein, quand on ne parle que d'un dieu, on dit c'est un monothéisme. Bon, c'est parfois un peu plus complexe. Parce que c'est pas parce qu'il y aurait des millions de dieux en Inde qu'il n'y a pas le concept de l'unité. Il n'y a pas de cosmogénèse du fait que c'est partie de l'unité. Ce qui serait un contresens énorme. Donc, ça inclut ces différentes catégories plutôt que d'essayer d'en appliquer une. C'est-à-dire, il y a un foisonnement de figures divines, avec chacun sa mythologie, ses temples, son culte, ses variantes locales innombrables. 33 millions de dieux. Ouh. Quelques-uns de ces dieux se détachent. Et ça qui est intéressant, c'est qu'évidemment, face à des millénaires d'histoire, il va y avoir une multiplicité qui va nous apparaître. Et nous, notre travail philosophique, notre travail de chercheur, c'est d'essayer de voir quels sont les éléments structurants qu'il y a derrière tout ça. Pas se laisser noyer simplement par la multiplicité, très intéressante d'ailleurs en tant que telle, puisque ça apporte des nuances. Elle n'est pas à rayer cette multiplicité, elle est plutôt à après essayer de comprendre quels sont les principes qui ont donné naissance à cette multiplicité. Donc, on trouve dans l'ensemble du continent indien Brahma, Vishnu, Shiva, mais aussi Ganesha, Durga, Kali, Parvati. C'est-à-dire, il y a quand même quelques invariants à, bien sûr, explications ou définitions multiples. Donc il existe quand même un fil d'Ariane qu'on devrait pouvoir retrouver, ou en tout cas on va se l'imaginer, histoire de ne pas être complètement perdu pour s'immerger dans une philosophie d'ailleurs. Un des points qui est très important, c'est la logique d'inscription de la communauté humaine dans un ordre universel. C'est-à-dire, s'il y a un terme par lequel on aime bien nous commencer, par des termes, un élément central par lequel peut-être il faudrait commencer, c'est la notion du dharma. C'est-à-dire qui vient de la racine sanscrite dre, qui signifie étayer, soutenir. Alors, le dharma, c'est à la fois l'origine, le devenir, la finalité de toute chose. C'est ce qui tient ensemble. Enfin, pour nous, c'est un élément pour définir, c'est la notion de la loi, de la règle, c'est-à-dire face à cette multiplicité, si vous voulez, de Dieu, face à cette multiplicité des expressions du monde qui nous entoure. Il y aurait derrière tout ça le dharma, la loi. Avant qu'il y ait les lois pour chaque chose, il y a la loi qui contient les lois de toute chose. C'est-à-dire, ce monde n'est pas simplement un néant, un rien, un hasard, autre. Il existe un ordre, il existe des lois, et il existe un principe de justice. De choses qui reviennent à chacun, de lois pour chacun, de vocation pour chacun. C'est-à-dire, il n'y a rien qui existerait dans l'univers qui n'aurait pas sa propre loi. Ça, c'est le dharma, Ma'at en Égypte. Principe, parfois chez nous, loi, vocation, destin, enfin bon, voilà, on peut faire... disons, c'est pas que c'est inexistant dans notre vision du monde, mais c'est déjà une vision du monde. Par rapport à ça, c'est qu'il y a un dharma qui n'a pas été inventé par l'homme, j'ai dit tout de suite, qui, en tant que tel, par rapport à leur vision du monde, préexiste à l'existence ou non de l'être humain. D'ailleurs, dans les cosmogénèses et les anthropogénèses, il existe quelque chose avant l'apparition de l'homme. Qui va... Donc,
il y a un ordre cosmique, il y a un ordre social, il y a un ordre moral, il y a des devoirs et des vertus qui vont s'imposer à lui, plus ou moins. Il y a des impératifs catégoriques, enfin bon, on peut faire des ponts comme ça, plus ou moins heureux, dans cette idée de dire que s'il y a un dharma, il y a un svadharma, c'est-à-dire il y a un dharma pour chacun. Et mieux vaut vivre selon sa propre loi d'action que la loi d'action de l'autre. J'ai ma propre loi d'action. On y reviendra après. Si j'agis correctement selon ma propre loi d'action, je suis dans la justice, dans l'harmonie et dans l'équilibre. Si je n'agis pas par rapport à ma propre loi d'action, j'engendre un déséquilibre, une désharmonie, une loi d'action-réaction qui va m'obliger à compenser tout ça et à remettre de l'ordre dans tout ça. Ça va ? Donc le fait que le dharma soit l'élément principal et initial par rapport à une manière de voir le monde là-dessus, nous permet de comprendre une vision du monde qui est assez éloignée de la nôtre. C'est que comme nous sommes dans l'espace et dans le temps, comme Purusha est rentré dans Prakriti, ou en tout cas nous sommes dans un conditionnement, tout est conditionné là où nous sommes, dans cet univers, nous sommes conditionnés, eh bien, le dharma, toutes ces lois et ces éléments, peut être vécu comme dharma ou pas vécu. Et donc, il existe dans un monde de dualité, c'est-à-dire, si nous sommes dans l'unité, il n'existe que le dharma. Mais à partir du moment où nous le rentrons dans le temps, dans l'espace et dans le temps, il existe le dharma et son contraire. Il existe l'ordre et le désordre. Ça va ? Et c'est toujours la belle vision du monde. Vous nettoyez bien lieu, parfaitement, extraordinairement bien, vous le fermez, vous y revenez un mois plus tard, qu'est-ce que vous y trouvez ? De là ? Bah oui. Eh ben voilà, vous avez tout compris à la philosophie indienne. Le principe qui domine le monde, c'est le désordre. C'est-à-dire la disharmonie, le désordre, le dysfonctionnement, les choses retournent naturellement, on pourrait dire, au chaos, au non-organisé, voilà, à la putréfaction, à l'inaction, à l'ignorance, etc. C'est-à-dire, la courbe de l'homme et de son éducation ne va pas vers la maîtrise de lui-même ou autre. La courbe de l'homme va vers l'animalité. La courbe naturelle, il paraîtrait, de chacun d'entre nous sans éducation, c'est de retourner à la bête et de ne pas tellement aller vers l'unité, peu importe comment on l'appelle. Bien. Donc, on est face à une vision du monde où il faut entretenir l'ordre du monde. Ça, on a beaucoup de mal à comprendre, parce que la pensée indienne est une pensée profondément ritualiste. C'est-à-dire, il y a des gestes, des actes, des éléments à faire continuellement pour régénérer la création, pour remettre de l'ordre et du sens dans tout ce que nous vivons. Nous n'allons pas vers le monde du sens, des idées, de l'être et de la loi, nous allons vers les habitudes, la mécanicité, la perte de sens. Donc, la Socrate qui arrive à Athènes, il dit « Mais pourquoi tu vas travailler ? Pourquoi tu fais ci ? Pourquoi tu fais ça ? Quel sens ça ?» ou autre, il est en train de dire « Bon, est-ce que tu es en train de réfléchir ? Est-ce que tu es en train de penser ? Est-ce que tu es en train d'avoir une idée sur le sens de ce que tu es en train de faire ? Pas ce que tu es en train de faire, mais le sens de ce que tu es en train de faire. » On est au cœur de la philosophie. Donc, un des critères philosophiques très intéressants de la philosophie indienne là-dessus, c'est le fait qu'il faut s'interroger continuellement sur le sens des choses et remettre du sens, retravailler à mettre du sens dans chaque acte. C'est ça la sacralisation du temps. C'est ça la ritualisation. Ça ne se fait pas automatiquement. Il y a un acte volontaire pour mettre un ordre et un rythme à toutes les choses que nous sommes en train de faire. Donc, il y a le dharma et il y a la cyclicité qui fait que toute chose est périodique. Il y a à la fois l'unité et à l'opposé, il y a la loi de la périodicité.
C'est-à-dire qu'ici, l'unité s'exprime à travers le changement périodique. L'unité s'exprime par le jour et la nuit. L'unité s'exprime par la dualité. Et tout le travail à faire au niveau philosophique, c'est remettre de l'unité dans ce qui va du côté de la multiplicité, c'est-à-dire essayer de mettre en place un chemin-retour. Il y a chute, chemin-retour. Chute, chemin-retour. C'est ça la cyclicité. Donc ça nous oblige à intégrer deux choses, le dharma, la loi, le principe, ce qu'il y a derrière, et en même temps que ceci va s'inclure dans le temps. Et le temps, il n'est pas linéaire, il est cyclique. Donc il y a un bon travail à faire pour aller ritualiser. Mais là, il y a un rite très important, qui s'appelle le rite du café, de la pause. Donc je vous invite, sans plus de transition... Alors, par rapport à ce... Avant d'aborder faire une traversée des textes fondamentaux, ou en tout cas de classer, c'est toujours très rassurant, on a l'impression comme ça de comprendre quelque chose, les textes de l'Inde, pour illustrer, ou en tout cas par rapport au concept à la fois de dharma et en même temps d'ordre et de désordre, il y a deux figures, comme la figure d'Apollon et de Dionysos, mais sous une autre forme. Il y a deux figures très importantes dans la philosophie indienne qui sont celles de Vishnu et de Shiva. Deux facettes divines, puisqu'il y a toujours cette idée que pour aborder l'unité, il faut passer par la Trinité, ou en tout cas il faut passer par déjà une séparation de deux concepts. Vishnu qui représente le respect de l'ordre et son maintien. Donc il y a toute une énergie nécessaire que l'on a expliquée sous la forme du rituel, de mettre un ordre, recréer l'ordre dans le désordre. Et donc il y a une notion d'entretien de tout ce qui a été déjà créé et fait, qui est du domaine de Vishnu, respect de l'ordre, maintien. Et naturellement, si je ne fais que respecter l'ordre et le maintenir, je vais tomber dans quoi? La sclérose, oui. L'immobilisme, la sclérose, le conservatisme. Dans un monde qui avance, celui qui n'avance pas recule, c'est ça. Enfin, c'est toujours cette idée que, effectivement, on tombe dans le syndrome de pêche, chasse et tradition, c'est-à-dire c'était mieux avant. Non, pardon, excusez-moi, vous aimiez pêche, chasse et tradition? Mais ça a du bon, les bonnes vieilles traditions. Mais enfin, si tout ce qui était mieux, c'était avant, ça ne nous aide pas forcément à évoluer. La seule chose qui est en jeu, c'est qu'il est bien de pouvoir conserver les acquis, mais il est bien de continuer à évoluer. Puisque de toute manière, conserver les acquis, ça a toujours une limite, qui est qu'on n'emporte pas grand-chose dans notre tombe. Bien, donc, ceci étant dit, par rapport à certains reculs, par rapport à la vie ou aux choses, il est clair que il y a une intégration dans cette philosophie indienne qu'il faut toujours travailler avec des principes antagonistes, des principes contraires, puisque si on ne travaille pas avec les principes contraires, c'est la mort. Hein, voilà, sclérose ou l'immobilisme, où les choses ne bougent pas. Donc Vishnu est très important, parce qu'il faut cette énergie pour conserver, parce qu'autrement, dans cette impermanence générale et ce néant qui nous fait si peur, plutôt que le voir comme un néant ou une non-compréhension des origines, ce qui nous fait peur, c'est de voir le néant ici-bas. Les choses n'auraient pas de sens, donc par rapport à ça, on s'accroche comme des fous aux 2-3 repères. Donc, c'est utile pour nous apporter des bases, mais normalement, si ce qui nous définit, c'est l'amour de la sagesse, à chaque fois que j'atteins une étape, ou à chaque fois que j'atteins un degré de vérité, hein, ou en tout cas une chose un peu plus blanche que ce qui était plus gris avant, eh bien c'est très bien, ça m'a permis d'arriver jusque-là. Il faut que
je comprenne que ceci était encore illusoire pour aller plus loin. Mais il y a des choses qui nous aident à nous construire ou à aller de l'avant, donc il nous faut des repères, il nous faut des normes, il nous faut des lois, il faut essayer de les appliquer à notre niveau de compréhension, à notre niveau de conscience, et après il faut repartir, aller plus loin, hein. C'est une philosophie du mouvement. Donc pour que le mouvement ne s'arrête pas, il va falloir Shiva. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie de Vishnu, hein, sans Shiva qui représente la nécessaire destruction. Mort et renaissance. C'est-à-dire, il faut, hein, comme on dit à nous, déconstruire, ou il faut démonter, hein, ou il faut, hein, comme dans certains temples au Japon, on les démonte pièce par pièce tous les X années, pour ensuite les reconstruire et remplacer ceux qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'il faut rénover, il faut reprendre, parce qu'autrement, même si ça semble se conserver, ça pourrit. Hein, il y a des choses qui sont, qu'on cherche à conserver, qui ne sont pas universelles, qui sont putrescibles. Hein, c'est comme des souvenirs ou plein de choses qu'on garderait dans notre psyché en imaginant que ça c'est très important, simplement c'était une nourriture périssable. Que notre psyché n'est pas un frigo, au bout d'un moment, je vous laisse imaginer ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Eh bien c'est la même chose dans n'importe quelle dynamique ou recherche ou aventure pour aller à la quête de la sagesse. Il faut construire, il faut aller de l'avant, mais pour ça, ça passe naturellement par de la destruction aussi. Donc c'est la danse de Shiva qui permet la régénération et la dynamique qui permet la conservation. Il y a un paradoxe, c'est la destruction qui permet à Vishnu lui-même de pouvoir instaurer les règles, revivifier les choses, relancer. Dans cette vision cyclique que j'ai évoquée, c'est naturel, hein. Une civilisation, par rapport à n'importe quelle vision de philosophie de l'histoire, il y a une naissance, il y a une apogée, il y a une décrépitude et il y a une mort. Bon, généralement, quand on arrive à l'automne d'une civilisation, on s'accroche tous comme des fous, en se disant « Tiens, c'est bientôt la fin de la crise ». C'est assez peu indien comme manière de voir le monde du cyclique, parce que nous sommes face à des choses que nous détestons pourtant en termes de totalitarisme. Vous savez, les totalitaristes du XXe siècle cherchaient à pouvoir atteindre pendant 1000 ans ou pendant je ne sais pas quoi, hein, l'aboutissement de je ne sais pas trop quelle bêtise, et qu'enfin on soit arrivé à... Bon, on voit ce que ça donne, c'est-à-dire, comme ça ne marche pas, on élimine tous ceux pour lesquels ça ne marche pas jusqu'au moment où il faut s'éliminer soi-même, quoi, grosso modo. Là-dessus. Donc il est important de déconstruire de manière constructive. Il ne faut pas laisser les énergies de destruction agir sans avoir leurs énergies de construction en parallèle. C'est-à-dire, ça s'organise, on pourrait dire, l'alternance entre construction et destruction. L'harmonie naît d'une capacité à gérer les deux forces, Shiva et Vishnu. Mais chez les Indiens comme ailleurs, hein, il y a les dévots de Krishna, il y a les dévots de Vishnu et les dévots de Shiva. Hein, Krishna étant un avatara de Vishnu. Là, c'est un représentant, donc voilà. Et après, il y a les castes, il y a les éléments, chacun va se battre pour sa chapelle. Non, moi c'est Vishnu, moi c'est Shiva. Bon, là, quand on est en philosophie, il est clair que c'est les deux, sinon rien. Donc, Shiva va représenter la danse, le mouvement, cette notion aussi de révolte contre un ordre figé qui pourrait devenir aliénant. Il va déborder les cadres, comme je dis, un peu comme un Dionysos. Il déborde les cadres sociaux, la notion de l'être, du ritualisme, c'est-à-dire il va régénérer toutes les choses qui vont se scléroser, comme vous l'avez si bien dit. Hein, ça va surtout se développer à l'époque des Upanishads, 600 avant Jésus-Christ, où on va avoir une clarification, en tout cas une codification, en tout cas une écriture sur laquelle on peut se baser par rapport à ces personnages, même s'ils sont présents dans les Védas préalablement. Donc, tantôt une énergie domine, tantôt une autre énergie domine. C'est une complexité extraordinaire qui est aussi une complexité des rituels, parce qu'il y a des rituels pour entretenir l'énergie de Shiva, et il y a des rituels pour entretenir l'énergie de Vishnu. C'est pour ça que je dis qu'il faut mettre un ordre dans la destruction, il faut mettre aussi un ordre dans la construction. Il faut mettre de l'intelligence partout, pour être clair.
Mais cette alternance, cette dynamique qui est peu rassurante, puisque nous, on aime bien les choses en arrêté. Voilà. La raison n'aime pas qu'une chose soit elle-même et son contraire. Caractéristique de la logique, si la raison s'applique sur la logique, si A est A n'est pas B. C'est pour ça qu'on est un peu paumé. Si on est dans la logique en pensant que philosopher, c'est travailler la logique, la philosophie utilise la logique. La pensée peut utiliser la logique, mais normalement, elle n'est pas utilisée par la logique. Ce qui est un problème, puisque de temps en temps, c'est la logique et c'est l'outil qui domine l'utilisateur. L'utilisateur devient un instrument de l'outil. C'est un des problèmes que nous avons dans notre philosophie, une part de la philosophie occidentale, où nous sommes prisonniers de notre propre outil. Et donc, dans la philosophie orientale en général, il y a une difficulté, c'est parce que ce n'est pas la logique en tant que telle qui est l'outil principal, c'est l'analogique. C'est qu'il faut pouvoir faire des liens et des ponts entre des plans différents. Donc, quand vous lisez un texte oriental, ça va vous parler, je ne sais pas, d'animaux, de monstres, de ceci, de cela, etc. Il y a cette clé d'interprétation. Donc, il faut se dire, tiens, avec cette clé d'interprétation-là, physiologique, concrète, je comprends ça, mais avec une clé d'interprétation, on pourrait dire psychologique, ou une clé d'interprétation plus spirituelle, ce même texte veut dire autre chose. Ça, c'est la caractéristique de la Bhagavad Gita, une partie du Mahabharata. Je lis avec une clé purement physiologique et concrète, c'est deux armées qui se bataillent, et ça nous donne un texte historique sur une bataille qui aurait eu lieu en Inde. Mais il y a une clé philosophique. Donc il y a un aspect, il y a un rapport à la vie où les choses sont en correspondance. Et donc étant en correspondance, on est rapidement, nous, très perdus. C'est un peu la même chose avec Homère, quand même. Bien sûr. C'est pour ça que les présocratiques, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent la poésie et le verbe ou autre pour pouvoir déclencher une fonction de l'homme essentielle qui est celle de l'imagination, qui est celle de la capacité de faire des liens entre des choses qui nous apparaissent différentes. Et c'est pour ça que Nietzsche, quand il veut régénérer la philosophie occidentale, excusez-moi de parler de quelques philosophes plus que d'autres, mais il fait quoi? Il va écrire ainsi par les Zarathustra, il quitte le côté de la philologie, du travail du texte, des éléments du détail, etc. Il dit, si on veut changer la vision du monde, je vais faire un texte à interprétation aussi multiple. Pour créer Il y a une notion de langage aussi. Oui. Chez Platon, il faut être géomètre pour accéder à la philosophie, alors que dans la philosophie en nous, il faut être grammairien. Et oui, c'est la grande différence. On dit la grande différence, c'est pour ça qu'on dit souvent, d'ailleurs, ils auraient pu marquer à l'entrée de leur école que nul ne rentre ici s'il n'est grammairien. On est d'accord. Alors, parce qu'on n'a pas parlé de la langue qu'est le sanskrit, qui est un élément essentiel par rapport à l'accès à la philosophie indienne. Enfin, on en a parlé simplement en disant qu'il faudrait qu'on parle tous le sanskrit. Mais surtout, comme toute langue, il est intéressant de l'étudier pour voir l'ensemble du panel qu'elle nous offre par rapport à certains thèmes et par rapport à certains sujets. Donc, par rapport à l'être, par rapport à l'amour, par rapport à beaucoup de thèmes, il y a un nombre de nuances que nous n'avons plus dans nos langues occidentales. Et même si le grec a une origine indo-européenne et donc sanskrite, donc notre langue est héritière du sanskrit. Pour dire, dans la fameuse philosophie d'ailleurs, notre propre structure de langue est héritière de cet élément de pensée. Mais simplement, elle est plutôt réductionniste face à cette idée d'une langue qui était chantée en plus, on chantait la Bhagavad Gita ou n'importe quel texte sacré, donc il y avait l'intonation de la voix, il y avait des couleurs, il y avait un mouvement par rapport à ça, enfin c'était une langue complète où on considérait que le mot rentrait en correspondance même avec l'objet lui-même. Donc l'analogie allait au fait même que c'était le langue ou le langage qui permettait le contact avec l'être des choses. Bon. Donc, toute cette dynamique entre Shiva et Vishnu, là-dessus, en fonction qu'on va plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre, on va voir le monde comme une maya, comme une immense illusion, comme quelque chose qui est à détruire parce que dans le fond c'est le lieu même de l'ignorance, ou on va voir le monde comme une présence de l'être.
après, vous pouvez faire 1000 analogies entre nos différentes recherches ou débats occidentaux sur l'être, le non-être, le Dasein, tout ce que vous voulez. Il y a des clés ou des éléments en tout cas intéressants, pas pour dire que c'est la même chose, mais pour expliquer qu'il y a beaucoup de catégories, beaucoup de nuances et beaucoup de travail mental dans la philosophie indienne. Et quand on parle de grammairien et quand on parle donc du travail avec aussi le verbe et autres, le nombre de nuances et le nombre de catégories n'est pas moindre que celle que nous avons en Occident. Puisque nous pensons souvent que l'analogique, la métaphysique ou autre fait fi de la logique. Non, ça replace simplement la logique à un place ou un emplacement dans une clé qui lui correspond, mais qui n'est pas le tout. C'est un outil qui nous permet de dépasser la superstition, qui nous permet de dépasser tout est possible, le flou, etc. C'est un outil qui nous est possible d'utiliser pour nous-mêmes, comme je dis toujours, nous mettre nous-mêmes au tapis. C'est un outil avant tout très intéressant pour mettre le petit mental particulier qui pense toujours avoir raison au sol. À part ça, ça ne sert pas tout à fait forcément pour l'évolution et la transformation. Donc c'est un outil de purification. La logique est un outil de purification en Inde et dans les philosophies orientales. La logique pour nous est par contre un outil pour obtenir la vérité. C'est pas la même chose. C'est pas le même chemin. Une chose c'est d'utiliser la philosophie comme une purification, l'autre chose c'est d'utiliser la philosophie et la logique comme une fin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au-delà de la raison. Même s'il faut utiliser la raison pour bien nettoyer, éviter de tomber dans n'importe quelle croyance et supercherie et superstition, etc. Donc c'est très paradoxal, mais c'est une autre. Donc par rapport aux grands textes fondamentaux, Shruti, S-H-R-U-T-I, qui veut dire oreille, tradition orale, connaissance révélée, audition intuitive là-dessus, on peut citer bien sûr comme élément de référence les 4 Védas, ou disons les Védas, parce qu'après le nombre de batailles pour savoir s'il y a 4 Védas, quels sont les Védas. On met l'ordre avec le temps qui passe. Mais en général, c'est les Védas, c'est-à-dire les textes fondateurs. Véda, c'est connaissance, vision, connaissance. Donc, ces 4 grands Védas auxquels viendront s'ajouter les Upanishads comme des formes d'approche, de connexion, d'éléments complémentaires par rapport aux Védas. Et encore, il y a 1000 écoles qui vous diront, mais pas du tout, c'est pas clôturé par les Upanishads, c'est autre chose. Mais enfin bon, je me permets quelques éléments de mise en ordre pour nous repérer avant de perdre définitivement pied sur ces traditions. Donc ces 4 grands Védas, le premier, s'il faut les nommer, c'est le Rig Veda, R-I-G-Veda, ou Veda des strophes et des hymnes, le plus ancien. Il regroupe plus de 1000 hymnes aux divinités. Bon, ce qui est surtout intéressant dans le premier Rig Veda, c'est que ça raconte la création du monde. Ça, c'est assez classique dans toute philosophie, avant que nous on perde pied, c'est qu'on ne peut pas philosopher sans exprimer d'abord comment on voit le monde. C'est-à-dire comment on voit la manière du monde de venir au monde. Sans cosmogénèse, comment on voit la manière de l'homme devenir à l'homme, sans anthropogénèse. Il y a toujours, on pose les hypothèses. Ça, c'est un mot qui nous plaît bien, parce que dès qu'on dit hymne, strophe, Veda, oh là là, ça doit être encore un texte religieux. Non, c'est d'abord, on pose notre vision du monde. On ne peut pas, de toute manière, penser sans poser à partir de quoi on pense. Donc, c'est très difficile de dire vers où on va si on ne dit pas d'où on vient. Bon, que la philosophie se pose la question d'où vient-on et où va-t-on, elle est obligée de poser une hypothèse et pas simplement s'interroger. Donc le Rig Veda pose l'hypothèse de ce fameux Purusha. Si on prend la partie qui est liée à la création de l'univers et de l'homme, qui va se démembrer de l'unité d'un grand être vivant, d'un cosmos vivant, il y a un démembrement en différentes parties, c'est-à-dire chaque partie est une part de l'unité initiale. Pour faire bref. Donc,
C'est un texte essentiel qui va décrire l'ordre cosmique fondé sur le dharma, pour revenir à ce que l'on avait évoqué précédemment, l'ordre, la loi, la norme, le principe, et sur le rite, hein, l'acte ou la parole sacrée. Donc le rite va reproduire la création du monde, il va maintenir et régénérer l'ordre du monde, et on va faire une interruption pour le changement de pile du micro, parce que là je crois que... Je vois qu'on m'a mis une autre pile, donc... Alors, jeu 3-5 ans, mettre la pile dans le bon sens. J'ai passé l'épreuve. Donc tout vient d'une même unité, voilà commence le Rig Veda, hein, d'un même organisme originel qui constitue un tout harmonieux et hiérarchisé, où chacun renvoie à l'autre, fameuse analogie dont je parlais. L'analogie, elle est présente parce que tout est en rapport avec l'unité. Il n'y a pas une chose dans l'univers ou ce qu'on appelle la manifestation ou ce qui nous entoure qui n'est pas né de cette unité. Donc nous sommes tous frères et sœurs. Vive la fraternité universelle. Enfin, c'est important de savoir d'où on vient parce que ça nous donne une perspective sur où on va dans le retour à l'unité. Ça a 2-3 conséquences sur la manière de vivre, d'être. Il ne faut jamais imaginer que la métaphysique n'a pas une conséquence éthique. L'éthique est toujours la conséquence de la métaphysique. Bon, je répète toujours ça, mais c'est important. Vous ne pouvez pas définir une éthique, une morale, une orientation, une règle, un svadharma ou une dharma pour la vie quotidienne si vous ne partez pas d'une idée d'où vient le monde et où il va, d'où vient l'homme et où il va. Vous êtes obligé de poser vos présupposés. Ce qui est toujours très gênant pour moi dans certaines orientations de philosophie actuelles, c'est que les gens ne posent pas leurs présupposés, comme s'ils n'en avaient pas, comme je dis toujours. Et il n'y a pas de honte naturelle en philosophie de dire, voilà, mon hypothèse par rapport à la vision de l'univers et son avenir, c'est ça, mon hypothèse, c'est ça. Ça éviterait aux gens d'être parfois déçus, ou surtout manipulés par la pensée. Puisqu'on peut être d'accord avec une hypothèse ou une autre, ça c'est tout à fait naturel. Mais si on ne pose pas les hypothèses, on ne sait pas sur quoi réfléchir. On est tout de suite dans un élément de soit de mise en pratique, soit un élément théorique qui ne donne pas ses présupposés. Bien. Donc, dès le Rig Veda, nous avons la préfiguration d'un organisme originel, d'un élément qui va se séparer et qui va créer naturellement aussi, en fonction, quelque part, on pourrait dire, de l'éloignement de l'unité, différents niveaux de conscience. C'est-à-dire que tous les hommes viennent de l'unité, c'est comme... On vient tous de la même unité, mais pour le retour à l'unité, c'est comme un marathon, où il y en a qui vont être un peu plus en tête, et d'autres qui sont en arrière. Mais il n'y a pas une différence de nature entre le plus idiot des idiots de l'humanité, si vous voulez, ou le plus méchant des méchants de l'humanité, celui qui est en première ligne. Puisqu'on vient tous de la même unité et qu'on retourne vers la même unité, il y a toujours cette idée, comme je dis toujours, que quitte à être de l'avant et arriver tout seul et s'ennuyer pendant quelques millions d'années, autant aller aider celui qui est derrière. Ça s'appelle une chaîne de maître à disciple, très important en Orient, c'est-à-dire que si jamais j'ai compris un peu plus ou j'ai élargi un peu mon champ de conscience, ma responsabilité, c'est d'aller éduquer et aider l'autre. Ça s'appelle la culture, la transmission, enfin un truc qui est en rapport normalement avec l'humanité, mais qui se définit d'emblée dans cette vision du monde, sur cette idée de dire si on vient de la même unité, on retourne à la même unité, et que c'est un marathon pour retourner à l'unité, et qu'il va falloir attendre que le dernier arrive pour finir cette partie d'expérience, et comme de toute manière l'univers est Manvantara, Pralaya, Manvantara, c'est des respirations de Brahma qui sont carrément des univers. Brahma respire, il fait un univers. Quand il expire, et il inspire, Big Scrunch, Big Bang, Big Scrunch, Big Bang, Big Scrunch. Alors nous déjà, univers, on a du mal. Ensuite, multivers, alors là déjà, on boit un coup là-dessus. Et alors, cette idée des respirations de Brahma, de dire tout ça, là, maintenant, la seconde auquel je vis, c'est inclus dans un seul univers, qui d'ailleurs est un univers parmi tous les univers, et de l'ensemble des respirations de Brahma. Quand est-ce qu'il s'arrête de respirer? Ça va? Mais dans cette vision de l'unité, dans cette vision du monde, il y a cette vision extraordinaire qui est le fait de dire ça nous crée des liens. Il y a l'analogie, il y a le lien.
On ne peut pas se dire, ce charmant caillou n'a rien à voir avec moi. Discutez avec les cailloux chez vous, je vous le conseille. Peut-être qu'ils peuvent vous apprendre une des lois de la nature, la résistance, par exemple. C'est-à-dire, chaque chose possède et est une des expressions des lois de l'univers. Bon, je vous laisse après descendre l'escalier pour voir toutes les conséquences que ça peut avoir dans notre manière de vivre ensemble, de vivre avec le monde, avec l'univers, entre nous. Bien. Le Samaveda, compilation des chants religieux, deuxième Veda, le Yagur Veda, formule sacrificielle, qui contient entre autres la médecine ayurvédique, l'Atharva Veda, les hymnes à caractère magique, incantations, chants, prières, et effectivement ces Upanishads, qui veut dire approche, connexion en sanskrit, qui seront des réflexions métaphysiques sur le sens de la vie, la nature de l'univers, la quête d'un développement spirituel. Bien. Donc, ce védisme, qui est le fondement, les Védas, ça donne le védisme, qui est le fondement même de la philosophie indienne, ou de la pensée indienne, si on l'imagine comme une unité, en tout cas, cette trame de fond, va avoir des évolutions. Avec le premier millénaire, on va avoir le brahmanisme, le brahma, qui va apparaître, non pas qu'il n'y avait pas cette notion de brahman ou l'élément initial, mais il va y avoir le brahma et le brahman qui va donner naissance au brahma qui va apparaître, donc l'absolu en tant qu'univers. Bon, les Védas vont donner naissance effectivement à plein d'éléments, ou en tout cas vont être reliés à plein des éléments dans 4 millénaires d'histoire. Vous imaginez ce qui passe pendant ces 4 millénaires par rapport à toutes les branches, toutes les parties, tous les éléments qui vont se développer. Mais aucun Indien ne refusera le fait que, de toute manière, dans la tradition, qu'il soit d'accord ou non, le védisme ou le Veda est la base. Bon, ensuite il y a la smriti, les traditions mémorisées, plus populaires par rapport à Shruti dont on a parlé tout à l'heure. Comme élément qu'il faut avoir en tête, qui est aussi très important quand on aborde la philosophie indienne, pour se faire quelques catégories, c'est la notion des lois de Manu. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Parmi les autres livres complétant le Veda, l'un des plus importants est les lois de Manu. Manu, M-A-N-U, Manu, l'homme, la qualité primordiale, Manu. Manu, Ménès, Minos, Mahomet, enfin bon, voilà, il y a une lignée comme ça, de grands organisateurs, des espèces de figures qui viennent pour travailler la forme des choses. J'ai dit un grand secret d'un point de vue de l'hindouisme, comme il y a cette idée qu'on peut toujours avoir accès à la vérité, mais que grosso modo elle va aller vers l'opinion, l'illusion et l'ignorance, il faut régénérer constamment l'accès à la vérité. Et ça c'est une figure très importante qui va être assez clairement, clarifiée dans un petit ouvrage qui est clé pour nous pour aborder la philosophie indienne, même s'il y a 1001 nuances, qui s'appelle la Bhagavad Gita, qui est une partie du Mahabharata. Ce petit livre, c'est facile à lire, il est quelque part par là, on me l'a volé. Tout petit livre de la Bhagavad Gita, on va parler d'avatar et d'avatara, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'ordre du monde est remis en cause, j'apparais. Cette idée que les sages apparaissent régulièrement dans l'ordre et dans les cycles du temps pour pouvoir réapporter une clarification, réapporter une vision, reformater l'ensemble des interprétations plus ou moins fumeuses qu'on aurait fait avec le temps pour remettre en ordre. Donc il y a des avatars plutôt de l'énergie de Vishnu, plutôt de l'énergie de Shiva, plutôt de tel ou tel élément. Et donc entre autres, il y a des formes d'avatars qu'on appelle les Manus, qui sont liées à cette vision manusiaque là-dessus, qui viennent pour remettre un peu d'ordre, d'organisation, de forme adéquate pour aider l'humanité et aider le marathon qui a du mal à aller est déjà dans la bonne direction et en plus d'y aller relativement groupé, retardataires, qui reviennent régulièrement pour essayer de donner 2-3 clés pour remettre un peu le taureau du dharma sur ses pattes. Parce que dans les 4 grands âges de la philosophie indienne, on dit voilà, au démarrage c'était l'âge d'or, il avait 4 pattes, ensuite on passe à l'âge d'argent, il a 3 pattes, ensuite à l'âge de bronze, il est déjà en train de faire le beau, vous imaginez, et puis l'âge qu'on est en train de vivre maintenant, qu'ils appellent l'âge de fer, il est carrément sur une patte. C'est-à-dire, le dharma
il n'y en a plus. Bon, mais eux, ça fait partie d'un cycle. Hein. Bon, pour nous, ça fait partie d'une crise. Mais pour eux, ça fait partie d'un cycle où on oublie, du coup, le dharma, le sens et les éléments. Je trouve ça toujours intéressant quand les philosophies pensent elles-mêmes que même leur philosophie va devenir incomprise avec le temps et que même le dharma et ce qu'elles racontent vont naturellement disparaître et que ça va prendre d'autres formes. Et tout, c'est de ne pas s'accrocher comme des fous à de toute manière rien. Hein, le fameux néant. On combat le néant, mais malheureusement, on y est sur beaucoup de choses par rapport au sens de la vie et de l'existence. Donc les lois de Manu, écrites entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après, vous voyez que la marge est... fait le récit de la naissance de l'univers par le premier homme, Manu. C'est un long poème qui propose 12 chants, une espèce de savoir encyclopédique dans ces 12 chants, extraordinaire à étudier et à voir. On peut s'y perdre 1001 fois comme tout savoir encyclopédique, mais ça propose une genèse qui va être surtout utilisée par les brahmanes, on dit une genèse brahmanique, qui vont exposer les règles universelles du dharma et surtout ses applications pratiques dans les différents domaines de la vie quotidienne. Dès qu'il y a un élément manusiaque ou de manu, ou cette forme d'énergie ou de formalisation, on va te dire fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça. C'est un élément complémentaire à la grande métaphysique. C'est après, oui, bon, mais où est-ce que je range le lait? Ben, tu le ranges là pour telle raison. Quoi. Bon. Qu'est-ce que je fais dans ce moment-là? Ben voilà, tu fais ça ou autre. Pourquoi je le fais? Bon, ben ça, retourne au Veda pour le savoir. Là, il faut étudier, il faut toujours étudier. Mais si tu n'as pas le temps d'étudier, au moins... Hein? Pratique, suis les rituels, fais les éléments, et tu peux pratiquer de manière religieuse si tu veux, c'est-à-dire sans forcément comprendre, juste avec ton cœur, mais si tu veux faire de la philosophie, il va falloir quand même remonter à la métaphysique. Donc les lois de Manu sont très intéressantes, elles contiennent une part de philosophie et de métaphysique, mais elles ont un but pratique, d'organisation pratique. C'est intéressant de voir dans la conception d'une philosophie qu'il y a différents pans. Il n'y a pas que de l'éthique, il n'y a pas que de la métaphysique, il n'y a pas que de la philosophie politique. La philosophie s'applique à tout, donc ça donne des champs qui, donc, du coup, vont dégager des langages et une utilisation du verbe et de la langue, où dans le sanskrit, il y a des choses et des termes extrêmement concrets et précis pour la vie quotidienne et des termes extrêmement métaphysiques. C'est ça qu'ont une langue très complète. C'est qu'elle n'est pas simplement pragmatique, concrète pour le quotidien, elle n'est pas simplement métaphysique, elle doit nous permettre de pouvoir faire le lien entre les préceptes métaphysiques et les actes concrets. Ça, c'est le sens de la loi de Manu. Donc l'archétype de l'homme universel, Manu, raconte comment tout provient de l'unique Brahman, ça continue avec la métaphysique, principe premier absolu, mais surtout comment ça va rentrer dans la matière, comment Purusha va se mêler à Prakriti, c'est-à-dire... On dit que Purusha est un voix, c'est un paralytique, et Prakriti a les jambes mais voit rien. C'est-à-dire que la matière est aveugle mais elle permet d'avancer dans le monde, et l'esprit, lui, il voit très bien les choses, mais il ne peut pas agir dans le monde de la matière s'il n'a pas de jambes. Donc cette idée d'opposition entre l'esprit et la matière, dans ce sens-là, n'a aucune réalité, puisque je ne vois pas ce que un paralytique qui voit bien sans quelqu'un qui voit rien et qui a les jambes va faire. Il faut l'union de l'esprit et de la matière pour pouvoir se diriger, pour pouvoir agir et se transformer, enfin, vivre avec sens. Oui. Dans l'analogie, c'est très analogue à la théorie et la praxis d'Aristote. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, avant qu'on fasse des grandes oppositions dans les séparés, il y a toujours cette idée métaphysique. De toute manière, la praxis sans théorie, on va aller nulle part, parce qu'on va pratiquer, on va agir, mais on ne sait pas pourquoi on va le faire. Et la théorie sans mise à pratique, ça va, on connaît en Occident. Ce qui est toujours merveilleux, vous savez, dans toutes les crises, dans tous les problèmes, on se dit, mais on a déjà tout pensé. Dans les crises, ou les dernières crises avec Charlie Hebdo, etc., on dit, voilà, il faudrait changer les prisons. Vous pouvez prendre tous les rapports, on a d'excellents universitaires français, tout a été pensé. Oui, il faudrait réviser l'éducation. Tout a été déjà pensé, traduit, il y a 1000 possibilités. Bon, qu'est-ce qui manque? L'application. Bon, comme c'est compliqué au niveau de l'application, on va faire du sécuritaire. Ça, au moins, tout le monde sera d'accord. Dépenser des sous pour sécuriser. Parce que s'il fallait appliquer la théorie des réflexions sur l'éducation, la prison, les éléments et les sources et les causes, là, ça oblige un changement de manière de voir le monde et de vision du monde. Et là, ça coûte toujours plus
que dépenser nos sous pour travailler les formes. Bon, c'est une vieille histoire. C'est plus facile de modifier Prakriti que de marier Prakriti à Purusha. Blague indienne. Bon, alors, avec Manu, naturellement, quand on rentre aussi dans le concret, va se développer de manière un peu plus claire cette notion du karma, qui est une chose très connue pour nous en Occident, on s'appelle la loi de cause à effet. Hein. Dharma, la loi, karma, la loi de cause à effet. C'est pour ça qu'on est quand même toujours dans des réflexions philosophiques. On n'est pas en train de dire tout vient de rien, ou les choses sont du pur hasard, il y a toujours des causes et des effets. Donc le karma, par rapport à ça, qui veut dire kre, qui veut dire faire, au sens le plus large du terme, signifie que n'importe quel acte va de toute manière engendrer une réaction. S'il n'engendre pas de réaction, c'est qu'on est dans la pure harmonie, on est dans le pur dharma et on n'est pas ici. Ici, rien n'est parfait, donc même si on fait les choses bien, il y aura toujours une part d'imperfection. Je suis désolé pour les perfectionnistes, ou ceux qui pensent qu'on peut vraiment faire les choses bien. D'ailleurs, il faut les faire tellement bien que on ne les fait pas. Merci. Donc, il n'y a aucun perfectionnisme dans cette vision du monde, il y a un perfectionnement, ce qui est autre chose. Il faut améliorer les choses peu à peu. Tout possède une part d'imperfection. Donc, le karma est quelque chose à comprendre, à étudier, à accepter, dans le sens d'accepter l'enchaînement des actes et de leurs résultats. Ça, c'est un précepte philosophique très important qu'on va retrouver dans le bouddhisme, être capable, naturellement, de voir les choses telles qu'elles sont, de contempler l'impermanence du monde, de voir que la souffrance comme la joie ont la même origine. C'est-à-dire, tant qu'il y a du désir, tant qu'il y a de la soif de possession, tant qu'il y a cette espèce de moteur pour pouvoir posséder le monde et exprimer mon désir dans le monde, il ne faut pas se tromper, je serai toujours prisonnier de mes actes et de mes actions. Donc, je serai prisonnier de mon karma. Au lieu d'utiliser le karma dans la loi d'action-réaction, dans le sens de faire des actions qui seraient capables d'engendrer des réactions positives dans quel sens? Dans des choses qui élargissent mon champ de conscience, permettent de dégager de l'harmonie, de l'équilibre, de la justice. Si je n'accepte pas le conditionnement de l'existence, je serai toujours en train de de faire des choses qui vont engendrer de la dualité. De temps en temps, ça va me permettre d'être joyeux, bien souvent, ça va me permettre de souffrir, enfin, dans tous les cas, ce sera impermanent. Mais comment avoir du bonheur en permanence? Ah, ben là, il faut changer de crèmerie. Il faut changer de step, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que les choses qui m'arrivent ne dépendent pas de moi. Il faut arrêter de faire un procès à Sarkozy, à Hollande, à tous les présidents présents, futurs ou autres. Il faut arrêter de faire un procès à ce qui s'est passé avant nous ou autres. Il faut assumer la réalité de l'existence et ma propre puissance d'action. Ah, quand on sera nombreux, on fera des choses. J'entends souvent ça. Ah, quand on aura les moyens, oui, on changera le monde. On l'entend souvent. Donc là, la philosophie, elle est simple, c'est-à-dire, si tu veux changer quoi que ce soit à toi-même, au monde et à l'univers, ou dans l'univers, commence à changer ta propre manière d'agir. Puisque tu ne peux pas changer le karma de ce que tu as engendré jusqu'à maintenant, mais tu as toujours le libre arbitre de savoir qu'est-ce que tu vas en faire et comment tu vas considérer ce qui t'arrive pour pouvoir l'orienter vers quelque chose de plus harmonieux et de plus positif. Ça va? Donc, et si tu n'as pas le temps de réfléchir, on va te donner 2-3 rituels et 2-3 règles pour agir correctement. Ça, c'est le côté qui nous hérisse parfois un peu le poil en tant que philosophe, en disant « Oh, ben c'est hyper codifié, machin, faut faire ci, faut faire ça, on est dans le domaine du religieux. » Bah oui, on est dans le domaine du religieux s'il n'y a pas l'effort pour penser, parce qu'au moins, il faut avoir, comme on dit, une morale des lois. Qui a pensé toutes les lois françaises dans lesquelles il est obligé de répondre chaque jour? Qui a médité sur toutes les règles de la morale, les commandements, les choses diverses et variées? Pas beaucoup, hein. Mais ça nous permet de vivre ensemble et de tenir, grâce à un dharma qui devient une forme de morale. Alors ça peut pas nous convenir, mais si on veut aller au-delà, il faut faire le travail de soi-même, s'incorporer les lois de la nature, s'incorporer les éléments et les appliquer dans notre pratique. Donc voilà par rapport au karma. Le samsara, la grande dynamique de transmigration des âmes, là-dessus étant que
Eh bien, de toute manière, pour pouvoir évoluer, élargir notre champ de conscience, s'il ne suffit pas d'une vie, il va falloir de nombreuses réincarnations. Et si vous avez des doutes là-dessus, vous n'avez qu'à lire Platon, La fin de la République et le mythe d'Air, parce que ça nous apparaît toujours indien et bizarre cette affaire, mais c'était le truc le plus répandu en Méditerranée. Dès qu'il était impossible d'imaginer la justice pour chacun d'entre nous sur une seule vie. Nous avons le physique que nous avons, l'énergétique, l'émotionnel, le mental, parce que c'est un parfait véhicule pour vivre des expériences d'évolution. Est-ce qu'avec ça, on va atteindre la libération, moksha, ou on va atteindre le nirvana en une seule vie? Un hindou rigole. Vous vous prenez pour qui? Nous sommes dans un immense marathon qui a commencé il y a bien longtemps avec le souffle de Brahma et qui finira dans bien longtemps. Entre-temps, on continue nos expériences, nos améliorations. Donc, sur le sentier, nul effort est vain. Chacun, à chaque instant, peut améliorer, peut s'améliorer, peut se transformer, peut essayer d'atteindre l'harmonie et l'unité. Et ce qui permet pas de justifier les injustices dans le monde, mais ce qui permet au moins d'assumer sa propre réalité, ses propres contraintes, ses propres difficultés, souffrances, maladies et problèmes que nous rencontrons pour nous ou pour nos proches, parce que ça nous permet de comprendre que ce qui compte, ça va être notre manière de les vivre, cette manière d'affronter les choses. Pas de dire ça vient de ci ou ça vient de ça, pas de justifier dans une vision simpliste, on dit « Oh, toi t'es malade, c'est parce que t'as pas dû faire ci ». Rien à voir. Ces lois-là en Inde, c'est d'une complexité où c'est pas du tout parce que t'es malade que t'as fait un truc mal. Ça, c'est une vision du péché très proche d'ici. C'est tout bêtement, tiens, une opportunité, une maladie, tiens, une opportunité de voir s'il est possible de séparer de 2 mm l'esprit du corps. Vous savez, quand on est malade... Tiens, une opportunité de penser la maladie, de penser à partir de la maladie la santé, ou de penser la santé à partir de la maladie. C'est-à-dire, ce qui dépend de nous, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais c'est énorme, hein, c'est quand même la manière dont on va concevoir ce qui nous arrive et ce que l'on vit, et la manière à partir de ça que nous pourrons transformer ces circonstances, au moins, pas forcément d'un plan physique, mais d'un point de vue énergétique, émotionnel, mental, au niveau de la pensée. Donc c'est une liberté, une libération, dans le sens de ne pas être dépendant de toutes les circonstances et les éléments extérieurs. Vous allez me dire, c'est très stoïcien, si on fait un lien chez nous, pour aller effectivement vers cette libération. Bon, pour nous et pour accéder, parce que les Védas, c'est pas très simple non plus, les lois de Manu non plus, qu'est-ce que je vous ai cité d'autre ? Les Upanishads, bien sûr, pas toujours. Comme je dis toujours, l'un des textes qui est le plus accessible, c'est la Bhagavad Gita. Ça fait partie du Mahabharata. Il y a 2 grandes épopées indiennes, hein, un petit peu comme notre Iliade ou Odyssée pour l'élément grec, qui s'appelle le Ramayana. Et je l'ai cité, le Mahabharata. Donc à l'intérieur du Mahabharata, il y a un tout petit chapitre qui concerne la Bhagavad Gita, où il y a peu de temps, c'est juste avant un grand combat. Et donc, il faut pouvoir expliquer de manière synthétique, très condensée, pas complète, mais quand même très efficace, à un héros qui s'appelle Arjuna, pourquoi il doit combattre, s'il doit combattre ou non. Parce qu'il est en pleine position philosophique, il dit, bon, c'est bien beau tout ce qu'on m'a éduqué, c'est bien beau tout ce que l'on m'a expliqué, mais là, franchement, je regarde l'armée ennemie, et sont tous des frères, des cousins, des gens que je connais... Pourquoi je combattrais, moi qui ne cherche pas à régner sur ce monde matériel? Moi qui suis un kshatriya, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour être un gardien de la loi, un gardien du dharma, un gardien de l'ordre et de l'équilibre au niveau social, pourquoi je me mettrais à tuer, hein? Pourquoi dois-je livrer cette bataille, même si c'est pour le bien, parce que les autres font plein de malversations, ils n'ont pas rendu la ville, même s'il est du côté de la justice, il se pose plein de questions pour savoir comment il doit agir. Et donc, de manière très résumée, Krishna, qui est le directeur de son char, celui qu'il a choisi pour diriger son char, ils vont entamer un dialogue où il va falloir en très peu de temps lui donner l'essence de la philosophie indienne. C'est pour ça que ce texte est si important à méditer, puisqu'il nous donne une clé, en tout cas, pour rentrer dans une partie de la philosophie indienne, mais ça nous donne quelques préceptes important de la philosophie indienne. Donc ce qu'on a vu sur le dharma, le svadharma, les 3 gunas,
l'action, l'inaction, l'étude, les différents types de yoga, le karma yoga, etc. Il y a beaucoup de notions qu'on n'aura pas le temps d'évoquer, évidemment, sur lesquelles il y a des très bonnes synthèses, en tout cas des clés à méditer, et c'est lisible à l'intérieur de la Bhagavad Gita. Il y a bien sûr les Puranas, qui sont les recueils historiques et mythologiques, les Tantras, qui décrivent les rituels, les Darsanas, les points de vue sur les textes philosophiques qui servent de base aux différentes écoles, de l'hindouisme, le Mimamsa, le Vedanta, le Samkhya, le Yoga, le Nyaya, le Vaisheshika. Enfin bon, voilà, des choses qui pour nous semblent un peu bizarres, mais qui pour les Indiens sont des très grandes écoles, hein. C'est un peu comme si nous on disait le platonisme, le stoïcisme, l'épicurisme, l'école médiévale, etc. C'est des choses immenses sur lesquelles simplement notre ignorance rend même la prononciation du nom de ces écoles difficile. Alors, pour revenir à la Bhagavad Gita, dont l'origine, pareil, est du 2e millénaire avant Jésus-Christ, donc ça aurait été mis en forme dans les premiers siècles avant notre ère, dans le sens de l'écriture, puisque c'est une tradition orale. Je pense que, un des points qui est important, complémentaire, qu'on n'a pas évoqué, c'est le premier yoga, c'est la notion du karma yoga. Yoga veut dire union. Karma yoga, c'est-à-dire l'union dans l'action. C'est comment agir de manière juste, ou en tout cas pour trouver de l'unité, de l'union dans mon œuvre. Et là, il y a un enseignement merveilleux qui est « tu as droit à l'action, uniquement à l'action, et pas au fruit de l'action ». C'est-à-dire, l'une des clés pour savoir si tu fais un travail, je dirais réellement philosophique, c'est que c'est l'attention qui compte avant tout dans ta manière d'agir. Ça, on va le retrouver dans le noble octuple sentier du bouddhisme, hein, l'attention juste, hein, qui va nous permettre d'atteindre la compréhension juste. Et ça devrait être la clé, et je trouve, de toute éducation, de tout élément de formation. Ce qui compte moins, c'est l'objet de l'étude que l'attention que je mets dans l'étude. C'est-à-dire, je ne dois pas faire les choses pour obtenir le résultat. Parce que si c'est le cas, la fin va justifier les moyens. Et donc, il n'y a plus amour de la sagesse en tant que transformation. Il faut, bien sûr, on a tous besoin de vouloir atteindre quelque chose. Mais il faudrait, plutôt que vouloir atteindre quelque chose de matériel, vouloir déjà atteindre plutôt la vérité, la lumière, la sagesse. Il faut déjà, peu à peu, monter l'échelle. De vouloir simplement une concrétisation, un résultat qui du coup devient plus important que les moyens que je vais utiliser pour l'atteindre, il faut que je me donne des perspectives et des finalités un tout petit peu plus idéalistes, un tout petit peu plus métaphysiques, un tout petit peu plus qualitatives, plus en rapport avec le dharma, les vertus et la loi, pour faire que, comme c'est loin, hein, l'idéal, entre guillemets, le dharma, la loi, etc. Du coup, comme c'est très loin, autant bien me concentrer sur ce que je suis en train de faire, parce que pour me rapprocher de cette unité, pour se rapprocher du dharma, pour se rapprocher de l'être, ce qui va compter, c'est ma manière de pratiquer. C'est ma manière d'étudier. J'applique à un problème de géométrie toute mon attention, et bien ce que je vais gagner, c'est pas simplement de résoudre ou non mon problème de géométrie, je peux même ne pas le résoudre, mais l'attention que j'aurais développée pour ça, cette capacité d'être attentif et donc concentré, et il n'y a pas de méditation, et il n'y a pas de contemplation. C'est-à-dire, il n'y a pas aucune possibilité de faire un avec la chose que j'étudie si ça ne commence pas par de l'attention et de la concentration. C'est-à-dire, avant de faire quoi que ce soit, il est fondamental de rejoindre mon centre, d'élever mon point de conscience. Et ça, c'est un enseignement extraordinaire de l'Orient, ça dépend de rien. C'est une décision intérieure. Être attentif est une décision. Même peut-être un état. Être dans l'être, c'est juste... Voilà. Rejoindre mon centre est une décision. Être dans l'être est une décision. Après,
La grande différence entre un sage accompli et moi, c'est le temps que j'y reste, comme j'y toujours. C'est-à-dire, moi, je suis attentif et j'y reste 2 secondes, avant qu'une attention involontaire, c'est-à-dire le repas qui va arriver, l'heure qui tourne, les problèmes, avant que je sois repris par telle ou telle chose, hein, j'ai été attentif et après je suis plus attentif. Donc le côté très pratique hein, du karma yoga, c'est les 2 secondes auxquelles tu arrives à être attentif, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, c'est le moment pour prendre des décisions. Hein. Parce que ça va pas être quand je vais être repris par le désir, la passion et toutes choses, que je vais pouvoir faire les bons choix. Donc il est possible pour tout le monde de faire des choix positifs, dans le sens des choix qui permettent l'évolution, le lien, etc. sur ça. Mais simplement, il faut le faire au moment où je suis au centre. Mais si je dis, il me manque quelque chose pour rejoindre mon centre, il me manque quelque chose. Un jour, quand je serai un grand sage, j'arriverai à être concentré. Non, quand tu seras un grand sage, tu arriveras à rester concentré. Maintenant que tu n'es pas en grand sage, par contre, développe ton attention et ta concentration pour pouvoir au moins, dans ce moment-là, te rendant compte que le reste du temps, tu es dispersé et tu n'es pas concentré, dans ce moment-là, accepte que dans ce court instant, là, de ce centre, regarde les choses, trie l'essentiel de l'accessoire et oriente ton action. Et en plus, ils vont nous dire, il ne faut pas s'arrêter d'agir pour faire ça, parce qu'il faut être concentré en agissant. Il faut être attentif, non pas en faisant rien, mais dans le combat. Mais si on est d'une nature plutôt passive, comment on fait? Nature plutôt passive, comment on fait? On va se coucher. Mais si on veut se concentrer, il est clair qu'entre l'action et l'inaction, tu as droit qu'à l'action. Donc, si on est d'une nature un peu passive, il faut transformer sa nature. C'est-à-dire, dans quelques instants, de toute manière, on est passif, mais on ne reste pas notre vie à dormir. Il ne faut pas confondre les tempéraments, lymphatiques, actifs, etc., avec la nature. Ça va? Donc, ma nature, elle est d'être l'unité. Ça, c'est la nature d'un point de vue bien. Ma nature, c'est l'être. Ma nature, c'est le beau, le bon, le vrai, le juste dans notre philosophie. Ma nature, c'est l'essence des choses. Et après, c'est simplement, par rapport à ça, mon conditionnement physique, énergétique, émotionnel ou de mon mental particulier. Mais il ne faut pas confondre mon conditionnement et ma nature. Ma nature est conditionnée. Quand elle s'incarne, elle se conditionne à notre support et à notre manière de l'avoir travaillé. Donc, comme toute chose, ça se transforme par la pratique. Et tout tempérament, des tempéraments activistes ont leurs démons, et les tempéraments passifs ont leurs démons. De toute manière, on est tous actifs sur certains côtés et très passifs sur l'autre, donc il faut être tranquille. Genre, super actif, oui d'accord, vous le mettez à lire un livre, au bout d'une livre, ça s'appelle un endormoir. D'accord? Et celui qui est super actif à lire intellectuellement autre chose, vous lui donnez une pelle, une pioche ou un élément pour cultiver son jardin, bon, au bout de 5 minutes, il trouve que grâce à l'ampoule, ou l'outil n'est pas bon, ou la terre est trop dure, ou elle est trop basse, et il va devenir très passif. Donc, soyons très tranquilles, je prends des extrêmes, sur ce qu'on appelle passif ou actif. Bien. Alors, dans ce petit voyage par rapport à différentes voies de libération, juste pour clôturer, je vais m'engendrer un karma très négatif d'avoir raconté si peu de choses sur la philosophie indienne et bouddhiste. Cette idée que le travail est avant tout mental devrait nous réconcilier avec ces philosophies d'ailleurs. Parce que ce soit pour l'hindouisme ou le bouddhisme, les disciplines par lesquelles nous devons tous passer, même si c'est des disciplines de purification, de nettoyage, et même que si la finalité est de rejoindre l'unité, nous ne pouvons pas rejoindre l'unité sans passer par la maîtrise mentale. Et ce que je viens de vous dire sur l'attention, la concentration, la mémoire, l'imagination, tout ce qui va être nécessaire de maîtriser, de travailler pour rejoindre l'unité, n'est pas une option. Souvent on interprète en disant « oui, bon je choisis, moi c'est plutôt le Jnani Yoga, moi c'est plutôt le yoga de la connaissance, ou c'est plutôt le yoga de la dévotion, ou c'est plutôt le yoga machin ». Non, d'abord de toute manière, fais du karma yoga. C'est progressif, c'est les 4 en 1 des yogas, c'est pas un yoga ou un autre yoga. Nous on aime toujours choisir un truc en pensant que c'est l'unité et la totalité.
Si je n'utilise que la dévotion pour atteindre l'unité, ben je vais beaucoup aimer, je vais peut-être côtoyer l'unité, mais je ne serai pas capable de générer l'unité. Si je n'utilise que le mental pour pouvoir atteindre l'unité, ben j'aurai sans doute un très bon mental, mais je vais me couper de la vie, de l'existence, du lien et de la force qu'est l'amour, et de toute manière, je n'arriverai pas à dépasser certaines limitations. Donc, tout est toujours inclusif, c'est ça qui compte. Après, c'est l'ordre des facteurs, comme dans toute méthode, on vous dit d'abord il faut aimer, ensuite il faut servir, ensuite il faut investiguer. En fait, il faut faire les trois en même temps. Mais à choisir, si de toute manière on n'aime pas, on n'arrivera jamais à être attentif. Si on n'arrive pas à être attentif, on ne pourra pas servir les choses. Si on n'arrive pas à servir, on ne pourra pas obtenir de la profondeur. Donc il faut d'abord pouvoir capter, être très attentif à toutes les choses et aux éléments qui nous entourent. Bon voilà, il y a des marches à suivre. Donc, ce qui est merveilleux dans les philosophies d'ailleurs, c'est de ne pas se contenter de vouloir accumuler des connaissances, puisque c'est des philosophies qui ne prendront sens pour nous que par la pratique. Ça, il faut être clair. Parce que si nous augmentons notre intellectualisme occidental par rapport à notre voie philosophique, par l'intellectualisme oriental, par uniquement une aventure intellectuelle ou mentale, nous ne compléterons pas la philosophie d'Occident par celle d'Orient, ni celle d'Orient par celle de l'Occident. On part toujours de la notion de complémentarité. Il n'est pas du tout nécessaire de dire que la philosophie d'Orient c'est la panacée universelle et on n'est que des idiots avec notre philosophie occidentale, et l'inverse non plus. Comme toute chose et comme tout rapport à l'autre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir réatteindre l'unité grâce au complémentaire. Donc nous avons développé une philosophie qui est devenue plus théorique, plus mentale. Ils ont, à l'intérieur de leur philosophie, encore beaucoup de préceptes et d'éléments plus pratiques ou à pratiquer. Bon, rajoutons un peu de la praxis à la théorie, rajoutons un peu de mythos au logos, enfin, travaillons le complémentaire par rapport à notre accès philosophique. Et là, toute cette philosophie d'ailleurs prendra vraiment tout son rayonnement, tout son épanouissement, pour que ce devienne véritablement des axes de transformation. En passant par l'interrogation, en passant par le combat intérieur que ça naîtra, puisqu'on aura de toute manière toujours nos préférences qui nous montreront nos opinions, donc nos impensés. Je vous souhaite une excellente semaine.